Thomas Galopin est historien de l'Antiquité, spécialiste de l'anthropologie des rituels dans les religions et des pratiques et transmissions des savoirs dits magiques dans le monde gréco-romain. Mercredi 11 février 2026, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage intitulé « Entre le plomb et les pierres, rites et magiciens dans l'Antiquité grecque et romaine », paru aux éditions du Cerf, lors d'une rencontre animée par Régis Thomas, docteur en philosophie, chargé de cours à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un mot pour remercier Thomas Galopin, historien de l'Antiquité gréco-romaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, d'être parmi nous à l'occasion de la parution de son livre Entre le plomb et les pierres, rites et magiciens dans l'Antiquité grecque et romaine, aux éditions du Cerf. Et je voulais dire aussi un mot à remercier chaleureusement Régis Thomas, qui est philosophe à Toulouse, à l'ICT, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, à Paul Sabatier aussi, je crois, et qui est également écrivain et qui aussi fait des modérations pour la librairie depuis un certain nombre d'années maintenant. Et tout simplement, vous remercier et vous dire également, et le préciser, que on va parler du livre aujourd'hui, mais que vous pouvez aussi poursuivre la lecture en vous procurant l'ouvrage à l'accueil de la librairie à l'issue de la rencontre. Donc voilà, passez une belle rencontre et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Thomas Galopin, docteur en histoire ancienne à l'École pratique des hautes études. Voilà, vous avez fait votre post-doctorat à l'Université Toulouse-Le Mirail, enfin Jean Jaurès maintenant. Le Mirail, c'est précisément de l'histoire. On commence l'archéologie. Voilà. Et vous avez publié donc l'an dernier aux éditions La Sorbonne Les bestiaires des mages, animaux, savoirs et pouvoirs rituels sous l'Empire romain. Donc vous nous revenez aujourd'hui avec donc cet ouvrage, Entre le plomb et les pierres, rites et magiciens dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors c'est un ouvrage passionnant pour diverses raisons. La première, c'est que c'est un ouvrage qui est très érudit mais sans lourdeur aucune. Le style, un style très agréable avec des jeux de mots qui, vous le disiez tout à l'heure, raviront les fans de Xavier Mauduit, si vous suivez ces émissions sur France Culture. Voilà. Et surtout, qui a l'avantage de vous faire voyager quand même sur plus d'un millénaire dans les croyances de ce monde de l'Antiquité. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a orienté vers cette recherche sur les rites, sur la magie, sur cette période ? Alors, d'abord, je vous salue tous, bonsoir à tous, et je remercie tout de suite la librairie Ombre Blanche pour son invitation. Et Régis, pour cette première question, alors je pense que je suis allé vers ce sujet d'abord parce que je dois avoir une frustration de ne pas avoir reçu ma lettre pour aller à Poudlard, vraiment. Et cette frustration, elle a rencontré l'histoire ancienne, en fait. Donc j'ai fait des études, je me suis progressivement spécialisé dans l'histoire ancienne et dans l'étude des religions de l'Antiquité. Donc ça, c'est ma porte d'entrée. Et en faisant un mémoire de master sur les rites de Phrygie, en Anatolie, à l'époque romaine, je suis tombé sur des stèles funéraires sur lesquelles il y avait des malédictions pour protéger le tombeau et le défunt. Et malédiction, donc magie. Quand on cherche un peu de bibliographie là-dessus, vite on tombe sur la magie. Donc évidemment, le fan d'Harry Potter s'est réveillé et s'est dit c'est quoi la magie dans l'Antiquité ? Et je suis toujours en train de me poser la question. Voilà. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai décidé de faire ma thèse sur ce sujet, sur ce domaine, aussi parce que ça avait l'avantage de toucher plein de types de documents différents. Ça me faisait toucher à plein de choses, et ça j'aime bien. Ça a éveillé ma curiosité pour ça. Et il en est sorti la thèse sur les animaux dans les pratiques magiques du monde romain. Et ça, c'est le livre que tu mentionnais juste avant, Les bestiaires des mages, qui est enfin sorti 10 ans après la thèse, mais qui, voilà, c'est ma première approche, si vous voulez, de ce sujet, par l'entrée des animaux. Je me suis demandé
ce que ces magiciens, déjà s'il fallait bien les appeler comme ça, qu'est-ce que ces magiciens faisaient avec des animaux. Voilà. Quel type de sacrifice, pourquoi, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors, la magie est liée au mystère, et pour certains lecteurs, quand ils prendront le livre, le premier mystère, ce sera peut-être le titre, Entre le plomb et les pierres. Alors, est-ce que tu peux dévoiler le mystère de ce titre ? Ouais. En fait, j'ai choisi ce titre parce que je voulais mettre en avant le côté matériel de la chose. Je me suis dit, c'est vraiment un angle d'approche que je trouve très pertinent pour aborder les rituels de l'Antiquité, c'est la matérialité. Les objets, les types de supports et aussi les substances qu'on peut utiliser dans les rituels. Et le plomb, les pierres, c'est deux matériaux qui ont servi de support pour deux types de pratiques rituelles assez célèbres en fin de compte quand on entre dans ce sujet. Le plomb, c'est les malédictions. C'est toutes les défictions qui ont été retrouvées, gravées sur des petites feuilles de plomb. Donc c'est ce qu'on appelle des défictions. L'objectif de cette écriture, c'est généralement de vouer quelqu'un dont on a écrit le nom à des puissances divines ou à des défunts qui feront du mal à cette personne. On parle bien de malédiction. Et ces petites défictions, elles sont célèbres parce qu'on en a retrouvé dans tout le monde romain, dans tout le monde grec, puis dans tout le monde romain. Et on les trouve à la fois en grec, en latin. On trouve, quand on rentre un peu là-dedans, une très grande variété de contextes et de situations aussi, et de modes d'action rituels. Je ne rentre pas forcément tout de suite dans les détails, mais justement, j'essaye dans le livre de montrer un peu cette diversité. Ça, c'est quelque chose que je tenais à faire. Et voilà, donc le plomb d'abord, parce que quand on travaille sur la magie dans l'Antiquité, c'est ce type de document qui vient quasiment en premier à l'esprit. Et puis les pierres, parce que j'ai aussi travaillé sur des gravures faites sur des petites pierres précieuses ou semi-précieuses, donc de l'ordre de la glyptique, et je dis petit, c'est vraiment des petites pierres taillées pour être portées en bague ou en collier, on appelle généralement maintenant des gemmes magiques. On accole cet adjectif de magique parce que ces pierres, déjà, elles servent d'amulettes. Elles étaient faites pour protéger, guérir, donner une faveur à quelqu'un. Et puis magique parce que dessus, on a des dessins assez particuliers ou des divinités qui viennent de différents horizons. Des signes astrologiques parfois, même des créatures complètement inventées comme une espèce de celui qu'on appelle dans le jargon l'anguipède à tête de coq ou alectruocéphale. Enfin, c'est un être qui a une tête de coq et des serpents à la place des jambes. Voilà, c'est un motif qu'on ne retrouve que là, sur ce type de gemme. Donc plein de choses particulières comme ça, plus des noms barbares. Et les noms barbares, c'est ce que maintenant on aurait tendance à appeler des formules magiques, mais que je préfère appeler noms barbares, type Ablanatan Alba. Alors c'est pas encore abracadabra, mais c'est presque ça. C'est Messilam, qui vient du sémitique, donc qui n'est pas du grec, mais qui est écrit en grec parce que ça a une puissance particulière. Et ça, voilà, c'est des indices qui ont fait que ces pierres, on les a appelées magiques. Et puis entre les deux, il y a plein d'autres documents, mais je sais pas si... Il y a par exemple des papyrus, les fameux papyrus magiques. Je dis fameux parce que maintenant, quand on travaille sur la magie dans l'Antiquité, on va forcément regarder ces documents parce que dedans, il y a des recettes et des rites qui sont décrits, qui sont prescrits. Donc c'est un peu le manuel, on le voit un petit peu aujourd'hui comme le manuel du bon magicien à l'époque. Il faut là aussi les recontextualiser, c'est des documents qui ont été écrits majoritairement en grec sous l'Empire romain, plutôt en grande majorité au 3e et 4e siècle de notre ère, et qu'on a retrouvé en Égypte. Dans ces documents, dans ces papyrus, les rites en question qui sont prescrits, ils sont là aussi pleins de noms barbares, de dessins parfois un peu étranges, de références à l'astrologie, des rites parfois très étranges pour quiconque est même habitué aux rituels anciens. Et étrange parce que aussi parfois ils mélangent les cultures. Voilà, là-dedans il y a un vrai mélange des cultures. Donc ça aussi c'est un troisième type de document qu'il faut amener quand on travaille sur le sujet. Je l'ai pas mis dans le titre, j'ai pas ajouté papyrus, ça aurait pu faire un 3e P, mais voilà. C'est le plomb et les pierres.
Alors, justement, la notion de magie, comme vous l'écrivez très justement, c'est une notion qui a une histoire. Et justement, dans le livre, on suit la construction progressive de cette notion qui nous paraît évidente dans notre imaginaire. Quand on pense magie, on va penser précisément à des grimoires, à ce genre de choses. Or, l'approche précisément qu'on peut avoir de ce qu'on appelle magie dans l'Antiquité est beaucoup plus floue, beaucoup plus incertaine, notamment vis-à-vis des rites religieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui peut distinguer ce qu'on appelle magie des rites religieux, si c'est possible? Si c'est possible. Si c'est possible. C'est justement la question. Il y a des anthropologues qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, justement, définissaient la magie par rapport à la religion. James George Fraser, par exemple, qui est l'anthropologue écossais assez célèbre, c'était l'idée. Il y avait une espèce d'évolution dans l'histoire de la civilisation, un stade primitif qui est la magie, où on contraint les dieux et où on agit à distance, défiant toute rationalité. Puis il y a le stade de la religion, où on se soumet à Dieu, et puis, je schématise un petit peu, et ensuite, le stade de la science, où là, par contre, on prête attention aux lois de la nature, aux lois physiques. La magie, elle se distingue de la science et de la religion sur ces deux plans-là. Et ça, c'est une logique qui fonctionne pour un Écossais à la fin du 19e, au début du 20e, mais pas pour les Grecs ni les Romains à leur époque. C'est une première chose. Donc c'est pourquoi on a remis en question cette notion de magie en se demandant, pour les Grecs et les Romains eux-mêmes, qu'est-ce qu'il en était ? Et c'est une bonne question parce que précisément le vocabulaire qu'on utilise, il vient du grec et du latin. Le mage, c'est à la base un mot grec, magos, passé en latin, magus, avant de devenir le mage en français. Et donc, il y a quelque chose qui s'est fait en Grèce. Pourquoi ce genre de notion apparaît ? Quand on regarde les textes, on se rend compte que c'est généralement pour créer de l'altérité. Créer de l'altérité, pas forcément là où il y en a une sur le plan de la culture, parce que si on lit des médecins, ils vont créer cette altérité en disant ça, c'est pas de la médecine, c'est de la magie. En parlant par exemple des amulettes, voilà, en désignant quelque chose comme à exclure de leur propre rationalité. On peut trouver ça aussi chez des philosophes et on peut trouver déjà au 5e siècle dans des œuvres comme l'Oedipe roi de Sophocle, par exemple, ou déjà aussi un petit peu chez Hérodote, l'idée que le mage, c'est un peu un charlatan. C'est aussi celui qui va avoir une expertise rituelle, certes, mais qui se sert de cette expertise pour escroquer les gens, voire pour les inciter à des complots, dans un but subversif sur le plan politique. Et donc c'est comme ça qu'on commence à utiliser ce genre de terme, magos en particulier, pour désigner quelqu'un qu'on accuse en fait de mauvaises pratiques. Voilà. Ça crée pas une catégorie de magie pour autant. Celle-ci, j'ai moi l'impression qu'elle se crée progressivement avant de devenir ce que ça représente pour nous aujourd'hui, avec justement tout ce qu'on pense, type baguette magique, formule magique comme abracadabra, etc. Tout ça, ça n'a pas tout à fait sens à cette époque, mais ça commence à se construire, j'ai l'impression, à la fin de l'Antiquité, justement. À cette époque où on va trouver des preuves de mauvaises pratiques dans les livres où on trouve des noms barbares, justement. Et donc là, la formule magique devient un indice. Il y a quelque chose qui commence à se profiler là. Alors précisément sur la magie devient une catégorie polémique en fait, voilà. Et l'accusation d'escroquerie qui affleure, je dirais assez rapidement, vis-à-vis des pratiques magiques, et notamment croquée, si j'ose dire, par Lucien de Samosate au IIe siècle après Jésus-Christ. Lucien de Samosate, parfois on le présente comme une sorte de Voltaire de l'Antiquité, quelqu'un qui est extrêmement fin, extrêmement pertinent sur les travers de son époque. Et justement, il a croqué ce qu'on appellerait un magicien, nous maintenant, dans Alexandre ou le faux prophète. Et dans cet ouvrage, on voit comme ceci l'approche que vous qualifiez de marketing du mage, et Lucien en fait retranscrit, si j'ose dire, des pratiques de l'époque. Je vous lis quand même cette description là qu'on a chez Lucien. Donc ce mage, déjà il envoyait jusqu'à l'étranger des émissaires
chargés de faire de pays en pays une célébrité à l'oracle. Ils avaient pour mission de raconter qu'ils signalaient à l'avance et faisaient retrouver les esclaves en fuite, découvraient les voleurs et les brigands, faisaient déterrer des trésors, c'est pas fini, guérissaient les malades et même avaient ressuscité plusieurs morts. Ça, c'est de la publicité quand même. Voilà. Alors, c'est précisément, donc il croit qu'en fait aussi tout l'aspect économique qu'il y a dans la magie à cette période-là. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect économique de la magie ? Alors, je vais juste remettre Alexandre d'Abonotaïkos, présenter un petit peu qui c'est. Parce que c'est vrai que j'aime assez ce texte, mais c'est un texte compliqué. C'est une source difficile à interpréter. Parce que tout ce qu'on a comme information sur ce personnage, on l'a dans cet ouvrage de Lucien, qui est un pamphlet, qui est vraiment une attaque contre cet Alexandre d'Abonotaïkos. Et qu'est-ce qu'a fait Alexandre d'Abonotaïkos ? Il a fondé un oracle. Un oracle. Alors Abonotaïkos, c'est une ville qui se trouve au nord de la Turquie actuelle, qui existait sous ce nom à l'époque. Et Alexandre aurait fondé cet oracle dans les années 140-150 de notre ère. Et Lucien, dans son pamphlet, il l'accuse de charlatanisme. Mais ça commence en disant qu'il a fait ses classes avec un magicien qui avait des pratiques comme chercher justement les trésors et ce genre de choses. Et le problème, c'est interpréter ce texte, c'est difficile parce que c'est une vraie attaque, justement. Et donc, dedans, démêler le vrai du faux, nous, on est bien en peine de le faire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette manière qu'il a de construire non seulement l'image du magicien qui va ressusciter les morts, qui prétend ressusciter les morts, etc. Donc, chose auxquelles, évidemment, Lucien, lui, ne veut pas croire. Mais aussi souligner le caractère économique de la chose. Alors, ce que décrit Lucien, quand on est un peu habitué à la religion grecque ancienne, c'est un culte tout à fait traditionnel, tout à fait normal. C'est cet oracle d'Abonotaïkos, il reçoit des visiteurs, il reçoit des offrandes, il émet des oracles. On en aurait même retrouvé un inscrit dans des lamelles, dans des amulettes. Et ces oracles aident les gens à guérir. On est dans les années 160, il y a même la peste dans l'Empire, donc a priori ça aurait aidé le succès de cet oracle. Mais bon, grosso modo, Alexandre d'Abonotaïkos, son culte, il fonctionne normalement. Et Lucien, pourtant, il l'accuse d'être un escroc, et il souligne tout ce qui, aujourd'hui, moi, me fait penser à du lobbying, par exemple, j'utilise le mot aussi à un moment donné, du marketing. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il utilise cette figure du magicien avec tous ces stéréotypes. Il ressuscite les morts, il guérit à distance, il retrouve les esclaves en fuite, tout ça. Précisément par-dessus cette attaque économique. Ça, effectivement, je trouve que c'est important. Et c'est important parce que ça arrive dès le 5e siècle, dès l'apparition de ce terme magos, qui sert à ce type d'attaque, et qui pourra ensuite revenir dans d'autres documents. Alors, avec donc ces magiciens aussi, il y a le rapport qui est assez complexe vis-à-vis de la médecine. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais bien approfondir sur ce point parce que précisément donc, le développement de la médecine dans l'Antiquité, qui est une médecine qui est plurielle dans ses pratiques, dans sa théorie aussi, elle s'affirme et elle s'identifie aussi vis-à-vis de la magie. Voilà, c'est un processus qu'on peut voir chez Hippocrate, chez Galien plus tard. Donc, comment est-ce que le médecin se positionne par rapport à ce que nous, on appellerait un magicien ? Il se positionne sur le plan de la rationalité, en fait, d'une certaine manière, en construisant une rationalité propre aux médecins qui se fonde sur, au fond, ce que j'appellerais la physiologie, la notion de nature. Il y a des lois de la nature, on explique le fonctionnement du corps, les maladies, et donc on trouve des remèdes en fonction de ces lois de la physis, en grec, de la nature. Le reproche que les médecins peuvent faire donc aux magiciens, c'est, d'une part, vos rituels, ils servent pas du tout à soigner parce qu'ils correspondent pas à ces lois de la nature, ils suivent pas ces lois de la nature. Il y a aussi quand même le reproche religieux, même chez les médecins, qui croient eux aussi dans le pouvoir des dieux, de dire que si on doit chercher la guérison par le rituel, on va aller la chercher dans les temples, pas chez le vendeur d'amulettes ambulants, ni le purificateur qui vend ses services de porte à porte. Il y a aussi cet aspect-là.
Et ça apparaît pareil dès le IVe siècle avant notre ère, dans le corpus hippocratique, dans ce traité qui s'appelle Sur la maladie sacrée, c'est-à-dire sur l'épilepsie, où le médecin anonyme qui attaque les magiciens, enfin il commence par attaquer les magiciens justement, par dessiner cette frontière entre les deux interprétations, pour ensuite expliquer l'épilepsie par des raisonnements du type souffle, pneumatique, qui créent des désordres à l'intérieur du corps. À l'époque romaine, ce genre de choses ressurgit encore chez Galien, que tu évoquais. Le grand médecin Galien, qui est un médecin du IIe siècle, de la fin du IIe siècle de notre ère, médecin des empereurs à Rome. Et Galien, dans un traité, dans des textes sur les médicaments, sur les remèdes, il se pose vraiment la question de savoir si les amulettes fonctionnent. Ça, c'est un passage que j'aime bien aussi, parce qu'il y réfléchit vraiment. Et il va dire que si on met, un exemple qui n'est pas piqué des hannetons, mais si on utilise de la fiente de loup, par exemple, et qu'on l'accroche autour du cou, bon, pourquoi pas ? Il y a peut-être une substance qui va être respirable ou entrer en fonction, qui va réagir sur le corps, et il dit j'ai essayé et ça a marché, donc pourquoi pas ? À noter donc. Voilà. Par contre, les amulettes où on écrit dessus, où on dessine dessus, ça franchement non. Ça, c'est des balivernes de la sorcellerie d'Égyptiens, d'ailleurs, il tourne aussi un peu vers les Égyptiens. Et c'est précisément les amulettes que je vous décrivais tout à l'heure. Ce qu'il a en tête, c'est ces petites pierres gravées avec des signes astrologiques dessus, etc. Donc on voit bien qu'il y a une démarcation nette qui est faite là-dessus. Puis il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup là-dessus, c'est Pline. Pline l'Ancien, qui dans son encyclopédie passe 3 livres à décrire tous les remèdes faits avec des animaux. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que du coup j'ai pas mal bossé dessus pour ma thèse. Et il commence en gros par justement faire une histoire de la magie, parce que lui, son objectif à ce moment-là, dans cette grosse somme qu'est l'histoire naturelle, cette grosse encyclopédie, à ce moment-là, son objectif, c'est de dénoncer les mensonges des mages. C'est écrit noir sur blanc, c'est comme ça. Et donc, il va nous citer plein de remèdes qu'il trouve ahurissants. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est qu'il a effectivement... C'est vraiment des choses que lui avait sélectionnées dans des textes, principalement en grec, mais la cendre de phénix. Et le phénix, il faut attendre quelques milliers d'années à chaque fois pour qu'il parte en fumée et qu'il ressuscite. Et il dit ça, qui va aller chercher de la cendre de phénix pour se soigner ? Et donc, mais c'est génial à lire. Il y a des choses comme ça. Il parle de la taupe. Pour lire l'avenir, il faudrait avaler un cœur de taupe arraché à l'animal vivant. Et il y a ça dans d'autres textes, donc Pline ne l'invente pas. Et voilà. Mais c'est toute une liste de remèdes où un des objectifs de Pline, c'est de dénoncer l'escroquerie, encore une fois, de ces mages. Donc on va laisser les taupes tranquilles. Alors ce qu'il y a aussi de saisissant dès le début en fait de l'ouvrage, c'est comment en fait ces pratiques magiques concernent tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les hommes, les femmes que les citoyens, les hommes libres et les esclaves également. Aussi recouraient à ce qu'on pourrait appeler la magie. Et ce qu'il y a aussi de frappant, c'est la diversité des motivations. Alors, une des motivations qui nous retient tout d'abord, en plus à la Saint-Valentin bientôt, donc le filtre d'amour, voilà, qui est une grande motivation de la magie. On va peut-être commencer par ça. On va faire un petit peu d'actualité. Alors, le filtre d'amour, plus exactement en grec, le philtron, c'est ce qui donne la philia, l'affection pour quelqu'un. Oui, il y a plein de petites méthodes, mais c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature et qui n'est pas forcément désigné comme magique. Je pense à Pindare où, dans un texte de Pindare, c'est Jason qui cherche à séduire Médée. Je ne sais pas si vous voyez bien le mythe des Argonautes. Médée, qui justement sera une figure de magicienne, mais à ce moment-là, c'est pas le cas. Et Jason, il apprend directement une technique de la déesse Aphrodite, la déesse de la séduction par excellence. D'accord ? Et elle lui apprend comment utiliser un oiseau qu'on appelle le torcol, en faisant une prière. Voilà, le Pindare n'est pas très clair sur la méthode, mais on fait tourner a priori un torcol et on fait une prière, et ça doit rendre fou d'amour la personne que l'on vise. Et ce torcol, on le retrouve un peu aussi dans l'histoire d'un objet. Il devient appelé le Yinx,
qui serait un objet que les Grecs avaient à l'époque classique, une espèce de petit trou qu'on faisait tourner avec des ficelles, on tirait sur les ficelles et ça tournait, et probablement qu'en même temps on récitait des incantations. L'incantation, ça c'est vraiment un truc de magicien. C'est les chants qui ont du pouvoir, les Grecs en avaient plein, des incantations. Pas forcément de la magie justement. Mais voilà, en récitant cette incantation, on peut faire tourner à soi, attirer l'être désiré. Il y a une histoire de ces pratiques, et à l'époque romaine, ça commence à rejoindre justement la pratique de la malédiction. C'est là qu'on voit apparaître des tablettes de défiction qui sont inscrites avec des poupées, n'importe quoi, j'allais dire des poupées vaudou, mais justement non, des effigies qui sont percées d'aiguilles, vous voyez ce genre de pratique. Ça existe déjà à l'époque classique pour vaincre un adversaire, mais là ça sert à contraindre la personne que l'on désire. C'est vraiment pas des rituels qu'on aurait envie de voir pratiquer, et pourtant on les voit dans ces documents. L'idée c'est vraiment de forcer la personne à se soumettre à celui qui la désire, quitte à lui promettre de ne pas tomber de sommeil, de ne pas dormir tant qu'elle ne s'est pas présentée à la porte de celui qui commande la tablette. Donc voilà, il y a tout un champ de choses pas forcément recommandables pour la Saint-Valentin. Mais Alors, dans les motivations, il y en a d'autres. Par exemple, on sollicite la divinité pour retrouver de l'argent perdu ou volé, mais aussi pour des vêtements. Alors ça, c'est un passage qui m'a beaucoup plu. Je vais citer donc la demande faite à la déesse. Donc, d'Ocilianus, fils de Procétus, à la très sainte déesse Sulis, je dévoue celui qui a volé mon manteau à capuche. Alors on dirait que je fais une annonce au supermarché là. Faut voir ça de façon plus sérieuse quand même. Donc homme ou femme, esclave ou libre, que la déesse Sulis lui inflige la plus grande mort et ne lui permette pas de dormir ni d'avoir des enfants maintenant ou à l'avenir, tant qu'il n'a pas rapporté mon manteau à capuche au sanctuaire de sa puissance divine. On rigolait pas avec les vêtements dans l'Antiquité. ça coûte cher, un manteau à capuche. Tout à fait. Alors, je peux commenter repartir de cet exemple. Tout à fait. Je vais le mettre un peu en contexte. C'est une défiction, une malédiction, je préfère l'appeler comme ça, qui a été déposée par cette personne dans le sanctuaire de la déesse Sulis à Bath, en Angleterre, qui s'appelait à l'époque Aquae Sulis, donc les eaux de Sulis. Et la déesse celte, Sulis, était identifiée à Minerve par les Romains. Mais il y avait là des thermes, il y avait là des bains, à côté, attachés à ce sanctuaire. Donc dans ces bains, qu'est-ce qu'on fait ? On se déshabille, on met ça au vestiaire, et puis on va se baigner. Ils avaient certainement aussi des propriétés guérisseuses. Ça se visite aujourd'hui, les bains de Bath, c'est pas pour rien. Dans le vestiaire, on peut se faire piquer son manteau au capuche, en fait, tout simplement. Et donc, là, en l'occurrence, on demande à la divinité de punir le voleur. Et ce type de malédiction contre les voleurs, il y a des historiens qui les ont mises un peu à part, d'ailleurs, qui ont été interpellés, en particulier Henk Versnel, un historien néerlandais, qui a remarqué que c'était pas formulé tout à fait pareil que ce que je viens de vous dire. Par exemple, les malédictions pour rendre amoureux, où là, on va plutôt se tourner vers les divinités infernales, on veut faire du mal à un ennemi bien particulier, donc on met son nom sur la tablette. Là, c'est pas pareil, il n'y a pas le nom, parce que le voleur, on ne sait pas qui c'est. Et puis, la divinité, c'est pas les morts dans la nécropole ou les divinités d'en bas qui font peur, c'est la déesse Sulis dans son temple, en fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose de différent, il s'est dit. Et pourtant, ça ressemble à une défiction, c'est le même support, même rituel. Et en fait, il a appelé ça une prayer for justice, une prière pour la justice, un type de document où on demande à une divinité dans son sanctuaire d'exercer sa toute-puissance de divinité. Une divinité, pour les anciens, dans un temple, elle est chez elle, mais elle est chez elle en tant que souveraine. Elles ont une puissance souveraine. J'aime beaucoup le dossier de Mayence en Allemagne. C'est tout un dossier, une trentaine de malédictions qui ont été déchiffrées là-bas. Mayence, c'est un petit temple, c'est une petite ville dans laquelle il y a un petit temple dédié à Isis et à Mater Magna, la grande mère. Et dans la partie qui est consacrée à Mater Magna, on a retrouvé ces malédictions où là aussi on demande à la déesse d'agir
pour punir un voleur, pour punir quelqu'un qui a fait de la fraude, par exemple, aussi. On retrouve ça. Et on lui demande d'exercer sa majestas, en latin, sa majesté. On est à cette époque-là, à la fin du 1er siècle. La majestas, en latin, normalement, c'est à l'empereur. Voilà. C'est un terme qu'on colle au pouvoir impérial. Et donc là, on se tourne vraiment vers une divinité qui doit agir en tant que souveraine. Voilà. Et c'est rien de moins que ça. Pas sûr que ce soit de la magie à proprement parler. On va demander à la divinité, dans son sanctuaire, d'exercer son pouvoir tout à fait normal. Alors précisément sur ce type de formules, est-ce qu'elles sont codifiées ? Est-ce qu'il y a des formules qu'on retrouve de façon récurrente entre les différentes malédictions, comme on pourrait dire ? Alors, dans les tablettes de malédiction, on a des formulaires, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire qu'on retrouve des formules qui reviennent, des manières de s'exprimer qui sont assez fréquentes. Par exemple, en grec, dans les malédictions athéniennes du 5e ou 4e siècle avant notre ère, on trouve beaucoup katadeo, ça veut dire je lis, j'attache, j'enchaîne, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment cette idée-là. On trouve aussi katagrapho, j'inscris, j'enregistre. Donc ça, c'est une manière de dire. Puis après, on rajoute le nom de la personne. On peut aussi s'adresser directement aux divinités. Et il y a un stock, semblerait, de divinités bien précis. Beaucoup Hermès, qui agit en tant que dieu des nécropoles, par exemple. Beaucoup Perséphone, la souveraine des enfers. Et on a des formules qui peuvent être du type de l'analogie. Où on va dire de la même manière que, par exemple, de la même manière que ce plomb peut fondre, ou que ce plomb est inerte, par exemple. Je veux qu'un tel soit inerte, ou se dissolve, ou voilà. On peut avoir des formules qui font référence aux actions rituelles qu'on fait à côté. Ça, c'est très utile pour nous, parce que nous, on ne sait pas exactement, justement, ce qui se passait. Mais je pense à une malédiction qui vient d'Aquitaine, de pas très loin d'ici, d'époque romaine, où on dit « Je veux que de la même manière que ce petit chien ne peut plus parler, qu'un tel ne puisse plus parler au tribunal. » entre autres. Ça veut dire qu'un petit chien a passé un sale quart d'heure dans le rituel. On a utilisé un animal à la place d'une effigie d'envoûtement. Et ça, on a d'autres attestations. Donc on sait que c'est aussi un type de rite qui participe de la chose. Donc là, voilà, on a des choses comme ça. Et je prends l'exemple de Mayence. Dedans, on va avoir des formules du type de la même manière qu'on met du sel dans de l'eau et que le sel se dissout, je veux qu'un tel soit dissous. Ça, on ne trouve que là. Il peut y avoir des références dans le sanctuaire de Basse, on a des références à la déesse de Basse. On le trouvera que là. Et donc il y a des formulaires qui, eux, sont locaux. Il y a des choses qu'on retrouve qu'à certains endroits. Et il faut faire un peu la part entre ce qui peut être partagé partout et ce qu'on trouve à certains endroits. Et il y a... Pardon, je prends peut-être trop de temps, mais il y a les fameux papyrus magiques, en fait. Et les papyrus magiques, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le manuel du magicien. Alors, on les a trouvés qu'en Égypte, mais on a des parallèles. Parfois, on a des formules qui sont prescrites dans ces papyrus et qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, au Levant, en Syrie, ou qu'on peut retrouver à Chypre, notamment. Là, on a en quelque sorte la version mise en pratique. Et donc, on voit que ce principe du manuel, il fonctionne. Déjà, à l'époque. Les praticiens, même si on a du mal à les identifier, ils ont un savoir et ils se le passent par l'écrit. Alors, dans ces diverses motivations, il y a quand même quelque chose de très marquant, c'est que la divinité est appelée pour assurer une fonction de justice. Ça, c'est quelque chose qui est bien mis en avant dans le livre aussi, c'est la demande de justice qui est faite à la divinité. On dit souvent que les Romains ont inventé le droit, mais dans l'époque romaine, on voit beaucoup cette pratique rituelle autour de la justice également. Alors c'est une bonne réflexion, et en plus, je ne suis pas sûr de l'avoir autant mise en rapport avec le droit, et c'est vrai que c'est intéressant d'y penser, en fait. Mais c'est un recours rituel. Alors, on n'a pas toujours les situations en question. On a beaucoup de malédictions qui interviennent dans un cadre judiciaire. Donc on se dit, clairement, les antagonistes impliqués dans l'affaire, ils sont déjà antagonistes au tribunal. Et beaucoup de ces malédictions consistent justement à demander à ce qu'un tel et ses avocats et ses défendeurs soient incapables de s'exprimer. Parce que dans l'Antiquité, être au tribunal, ça veut dire assurer soi-même sa défense par un discours. Surtout à Athènes, à l'époque classique, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et donc ces malédictions, elles visent directement ça. Et on pourrait penser que d'une certaine manière, c'est une façon rituelle d'attaquer les choses, non plus par le droit, mais
de côté, en fait, de prendre la pratique, d'ajouter une pratique différente par rapport à celle du droit. En même temps, bon, comme je le disais tout à l'heure, la souveraineté des dieux, d'un point de vue rituel, elle est reconnue par tout le monde. Que ce soit les divinités, j'allais dire d'en haut, dans leur temple, ou que ce soit les habitants du monde souterrain, en fait, qui sont d'ailleurs très connus pour la justice, puisque une fois dans l'au-delà, on passe aussi par une sorte de tribunal. Donc, cette notion de justice, elle est tout à fait cohérente avec ce monde souterrain. Il y a une autre manière de voir ces malédictions, ces attaques, c'est d'y voir une manière pour les gens à l'époque de maîtriser le discours sur la situation à laquelle ils faisaient face. D'une certaine manière, auprès des dieux, on se montre comme soi-même la victime. Et il y a des textes où je vois ça sortir, cette idée de victime. On les voit. Ceux qui maudissent autrui, souvent en fait, quand on présente ces malédictions, on parle de celui dont le nom est sur la malédiction comme de la victime. Mais celui qui fait la malédiction à l'époque se considère comme la victime. C'est cette personne-là qui essaye de se faire justice par le biais de ces rituels. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faudrait aussi arriver à repenser différemment. Alors, dans la construction de cette notion de magie, il y a deux figures qui émergent tout au long du livre, dans l'analyse. La première, c'est la figure de l'étranger, l'association entre le magicien et l'étranger, qui remonte à loin, puisque on évoquait le mot grec magos tout à l'heure, mais il vient du perse, au départ, c'est une importation du perse, et on retrouve comme ça l'identification du mage avec le babylonien, le chaldéen, voilà, une figure de l'étranger. Oui, comme je disais, c'est une construction de l'altérité. Et le mot magos en grec, c'est un emprunt fait au perse magouche. J'avoue pas être spécialiste du vieux perse, mais le magouche, le mage, pour les Perses, c'est un expert rituel, c'est un prêtre en fait. C'est quelqu'un qui doit être présent pendant les sacrifices pour chanter les prières à la divinité. Pour les Grecs, au 5e siècle avant notre ère, quand ils commencent à faire cet emprunt lexical, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, le Perse, c'est quoi ? C'est l'empire ennemi par excellence. C'est l'adversaire par excellence, c'est celui qui a attaqué Athènes pendant la guerre médique, c'est celui que plus tard Alexandre ira mettre à bas. D'accord ? Donc ce mot magos, c'est quand même pas anodin qu'on soit allé le chercher chez les Perses. Néanmoins, l'ambiguïté, elle va rester tout au long de l'Antiquité. On aura toujours conscience que magos, ça peut aussi tout simplement désigner chez les Perses quelqu'un de tout à fait respectable. Et Apulée, dans sa défense, Apulée, c'est quelqu'un qui a été accusé de magie au IIe siècle de notre ère, et on a le texte de sa défense, ce qui est aussi extrêmement intéressant. Il y a un moment où il dit, mais alors, si être un mage, ça veut dire être un prêtre spécialiste de la communication avec les dieux, quel mal y a-t-il à ça, en gros ? Je schématise. Donc cette ambiguïté, elle est toujours un peu restée. Et cette figure de l'étranger, ce spécialiste rituel qui viendrait apporter des rites de l'étranger, à l'époque romaine, elle joue aussi beaucoup, elle pèse un peu sur les Égyptiens. On a aussi une certaine construction de la figure du magicien à partir du modèle du prêtre égyptien. Prêtre égyptien qui a toujours eu plus ou moins dans l'Antiquité la réputation, chez les Grecs puis les Romains, de faire du merveilleux, d'avoir des pouvoirs un peu merveilleux. Et j'aime beaucoup la fameuse histoire encore chez Lucien de Samosate, de Pacratès, qui est capable d'animer un bout de bois pour lui faire le ménage. Et ce passage, alors ça va vous parler, ce passage, il a eu une postérité. Ce prêtre égyptien, Pacratès, son nom veut dire le Tout-Puissant, il connaît donc des formules qui sont capables de faire cet acte merveilleux, mais il y a un Grec qui voyage avec lui, qui voit ça, qui arrive à mémoriser une de ces formules pour animer le bout de bois. Il le fait pendant que le prêtre en question est éloigné. Le bout de bois se met à rapporter de l'eau, voilà, pour nettoyer, pour faire le ménage, et puis il continue jusqu'à ce que ce soit inondé. Et il se trouve que le Grec ne connaît pas la formule pour arrêter les choses. Il n'a pas... Mais ça, c'est très intéressant. Alors, vous reconnaissez l'apprenti sorcier, évidemment. Et il n'a pas connaissance complète. Il n'a pas suffisamment accès à cette connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est une connaissance de prêtre égyptien. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait ce côté. Tu parlais de mystère pas longtemps avant. Il y a quelque chose là, une réflexion autour de la
culture de l'autre, du savoir de l'autre, qui peut amener à faire des choses qui semblent magiques, qui semblent merveilleuses. Et en même temps, on sent là chez Lucien qu'il y a une frontière à pas passer. En revanche, si je trouve ça si intéressant, c'est parce que justement, on a toutes ces prescriptions rituelles qui sont profondément multiculturelles. Parce qu'on va chercher dans la culture grecque et dans la culture égyptienne et dans le judaïsme aussi, des noms barbares, des formules, des mots étranges auxquels on va donner de la puissance. Les noms barbares, je trouve, moi, c'est quelque chose qui me fascine toujours, parce qu'il y a un moment où on s'est dit que pour agir, il fallait parler dans une autre langue, une langue étrangère. Et ça, voilà, je trouve ça un bon exemple de une chose sur laquelle il faut réfléchir pour penser cette altérité autour de la magie. Alors l'autre figure qui émerge, évidemment, c'est celle de la femme. Alors notamment avec les figures bien connues de Circé et Médée, ou une figure qui est évoquée par un autre écrivain antique, Lucain, et pas donc Lucien cette fois-ci, il s'appelle Éricto. Alors je vais juste reprendre un passage du livre pour parler de cette figure qui anticipe, si j'ose dire, l'archétype de la magie noire et de la nécromancie. On pourrait dire ça comme ça ? Voilà. Donc là, on est plus sur Halloween que la Saint-Valentin. Son décor est celui des nécropoles. Et contrairement aux autres thessaloniennes, elle ne s'adresse pas aux divinités célestes qui agissent sur le monde des vivants, mais aux puissances souterraines qui le dévitalisent. Sa quête d'un pouvoir funeste ne connaît pas de limite. Elle fouille les tombes et fait la curée des cadavres, s'attaque aux pendus et aux crucifiés avec les dents, arrache les embryons du ventre de leur mère, et si les défunts viennent à manquer, elle fait elle-même des mânes. C'est cette femme monstrueuse que Sextus, le fils de Pompée, vient consulter, alors qu'à minuit, elle essayait des mots inconnus des mages et des dieux magiques, et façonnait un carmen nouveau à utiliser. En fait, ces incantations nouvelles doivent provoquer le combat qui assurera un arrivage frais de cadavres. Une femme charmante. Mais Éricto, j'aime beaucoup ce passage. C'est à la fois un héritage dans une histoire de la poésie, plus exactement. Et ce sera plus tard un modèle. Et je trouve ça intéressant. Alors, un héritage parce que dans la littérature grecque ancienne, rien que si on remonte jusqu'à l'Iliade, on a des figures qui ressemblent à la magicienne. Je dis qu'ils ressemblent parce que, par exemple, Circé, qu'on cite toujours comme l'archétype de la magicienne pour les Grecs, chez Homère, certes, elle transforme les humains en pourceaux avec une baguette magique et une potion. Avec une baguette et une potion. Mais jamais ce n'est appelé magique. Elle est décrite comme une déesse. C'est une déesse, il se trouve que c'est son mode d'action, mais c'est une déesse. D'accord ? Elle n'est pas qualifiée de magicienne. Dans l'Iliade, cette notion n'existe pas. Plus tard, surtout à la période hellénistique, les poètes grecs vont développer des figures de femmes qui ont un pouvoir extraordinaire, qui tirent ce pouvoir souvent des plantes ou de leurs propres paroles. C'est vraiment les deux choses, l'incantation et les plantes. Un archétype, un exemple de ces femmes, c'est Médée, justement. Généralement, ces femmes, elles sont inquiétantes. Elles sont aussi celles qui vont commettre des crimes. Médée, elle tue ses propres enfants, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui contrevient. Médée, c'est par excellence, c'est une princesse, mais c'est une princesse qui contrevient à toutes les règles de la famille, en fait. En plus d'avoir cette compétence de magicienne. Et puis, je vais pas faire toutes les poésies, mais il y a comme ça plusieurs profils de magiciennes qui se construisent au fil du temps et au fil des poètes. À Rome, il y a une première récupération un peu de ces modèles grecs, déjà chez Virgile, chez d'autres poètes comme Lucain. Et Lucain, lui, il écrit dans les années 50, sous l'empereur Néron. Il écrit un poème qui s'appelle La Pharsale, dans lequel il va décrire un général romain qui fait le choix de consulter
une magicienne, là vraiment je pense qu'on peut l'appeler comme ça, une femme qui peut consulter les morts. Ce qui en soi est déjà un gros pas de côté. Parce qu'il ne va pas choisir de consulter Apollon à Delphes, il va choisir de consulter une femme qui consulte les morts. Et alors la description, c'est ce que tu viens de lire, elle est macabre, absolument macabre. Ça, c'est vraiment, dans cette histoire, c'est un portrait qui est au-dessus des autres. C'est elle la plus effrayante. Mais c'est ce modèle qu'on retrouve, je pense, ensuite à l'époque moderne, à l'époque de la fameuse chasse aux sorcières. C'est une époque où précisément on s'inspire de l'Antiquité, et les démonologues, alors je sors de ma zone de confort, je ne suis pas un spécialiste de la magie à l'époque moderne, mais quand on voit les sorcières que décrivent les démonologues à l'époque moderne, avec une misogynie qui est, il faut le dire, profondément, qui est profonde, voilà, dans ces textes, ils reprennent ce modèle. Le modèle de la magicienne Éricto qui va jusqu'à arracher les fœtus dans le ventre de leur mère. Enfin, on est là-dessus. Alors, justement, par rapport à cet aspect dangereux de la magie, à la lecture du livre, j'ai eu l'impression que pas la répression, mais en tout cas la pénalisation des pratiques magiques était plutôt du fait des Romains. Mais peut-être c'est une perspective que j'ai eue. Non, c'est une bonne remarque. Alors, c'est peut-être un effet de source. Parce que dans les cités grecques, on n'a pas il nous manquerait peut-être les textes de loi, justement. Chez Platon, il y a déjà des réflexions dans les lois, justement, de Platon, mais bon, là, c'est une réflexion philosophique, c'est les propositions d'un philosophe. Mais donc, les Grecs y pensaient sûrement à légiférer, mais c'est dans les textes latins et dans des lois romaines qu'on va voir des premières prises en charge par le droit de choses que nous appelons la magie, en fait, plus exactement. 80 avant notre ère, sous le dictateur Sylla, il y a une loi, la Lex Cornelia de Verificarum, qui identifie qui organise sur le plan pénal la manière dont on va traiter plusieurs types de crimes. Mais il va y avoir l'incendie, le feu, et puis il y a les Verifici, en latin, c'est ambigu. C'est les poisons, ça peut aussi être les malédictions. D'accord ? C'est surtout les poisons au départ. Et ce terme va justement en latin devenir un des termes qui désigne les pratiques magiques et les praticiens de la magie. Mais du point de vue du droit, c'est surtout le mode criminel qui est désigné. C'est pas du tout une catégorie de magie. D'accord ? Le droit romain ne crée pas cette catégorie. Et ça continue, ça se maintient. Avec l'Empire, il y a une chose qui se développe, c'est les attaques contre les mages. Et ce mot mage, on le voit dans le récit qu'en font les historiens romains eux-mêmes. Mais ce qu'on comprend, c'est que là, on vise surtout les pratiques divinatoires qui échappent au contrôle du prince, qui voire même pourraient se retourner contre le princeps, contre l'empereur. Parce que ce qu'on vise là, c'est les complots à la cour. C'est les complots des grands aristocrates romains qui potentiellement peuvent aller consulter des devins. Et donc à ce moment-là, on légifère contre les devins en question. La divination, elle ne doit pas s'en prendre au prince. Essayer par exemple de savoir quand l'empereur va mourir, ça non. Et eux, on va les appeler les mages, justement. Et donc là, il y a aussi une prise en charge. Mais comment est-ce qu'on les attaque sur le plan pénal ? Pas par le crime de magie, il n'y a pas ça. C'est le crime de lèse-majesté. C'est ça qu'utilise le droit romain à ce moment-là. C'est-à-dire que si on atteinte à la majesté de l'empereur par des pratiques rituelles ou autres, c'est d'abord une atteinte à l'empereur. Et c'est jusqu'à la fin de l'Antiquité comme ça. Sous les premiers empereurs chrétiens, là on a beaucoup plus de textes de loi, mais c'est parce qu'il y a eu le code théodosien qui, dans les années 420, a brassé ces lois et les a rassemblées. Mais à partir de Constantin, on a plusieurs de ces lois qui légifèrent contre les sacrifices faits la nuit, contre les devins et contre les magiciens. Mais justement, je trouve très intéressant, en 321, Constantin, il a fait une loi. Donc Constantin, c'est le premier empereur chrétien. C'est pas sous un motif religieux, c'est une loi qui s'en prend à ceux qui vont nuire à la santé d'autrui ou nuire aux récoltes par des pratiques rituelles. En revanche, il précise dans le texte de loi
que si on essaye de faire du bien aux récoltes ou de soigner les gens, c'est bien. Donc on laisse, on n'y touche pas. Donc même là, il ne construit pas cette notion de magie. Ce que le droit fait, c'est chercher le coupable d'un vrai crime, en fait. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais... Alors, on a parlé des Grecs, des Romains et des Perses. Alors, ce qu'il y a aussi de passionnant dans l'ouvrage, c'est que on plonge dans un monde multiculturel, de brassage des différentes contrées, entre le latin, le grec, le perse. Est-ce que c'est à travers l'étude des rites et de la magie, on appréhende également ce que pouvait être justement cette vie dans ce monde antique, cette vie faite de circulation, d'idées, de langage, de superstition, pour ce qu'on a, nous, à l'appeler superstition. Oui, je ne sais pas si c'est la superstition, je n'oserais pas, mais je suis très content de cette question parce que je voulais montrer aussi cet aspect des choses. C'est très multiculturel. Je l'ai déjà un peu évoqué. Il y a ces noms barbares qui viennent d'autres langues. C'est vraiment, on peut trouver des racines sémitiques. Mais voilà, chez l'étranger, on va aussi bien chercher du savoir que parfois chercher à construire la figure du magicien. Mais il y a une circulation. Le monde méditerranéen, de toute façon, a toujours été parcouru de transferts de savoir, de transferts d'échanges économiques, etc. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Mais là, il y a des rituels qui circulent du monde grec vers le monde romain. Par exemple, ces fameuses tablettes de malédiction, on les trouve d'abord en grec, en Grèce, et puis au bout d'un moment, on les trouve aussi en latin, dans l'Occident, et tout ça s'adapte à des contextes différents. Il y a circulation des modèles, ces livres qui circulent. On les a retrouvés en Égypte, mais on arrive à voir là, dans des mises en pratique qui ont lieu ailleurs, ou dans ces amulettes qui sont retrouvées parfois sur des sites archéologiques distants de l'Égypte, on arrive à voir que ce ritualisme égyptien il circule. Il y a des divinités qu'on sait d'origine égyptienne, on va les retrouver dans des tablettes de défiction, de malédiction à Rome. Je pense à Typhon, Seth, le dieu Seth en Égypte, qui est un dieu plutôt menaçant. On le retrouve en grec sous le nom de Typhon, dans des malédictions que se jettent les conducteurs de chars de l'hippodrome de Rome. Et on le retrouve même dessiné. C'est assez, il a une tête d'âne, c'est assez rigolo comme dessin, même si l'objet en lui-même peut faire peur. Donc il y a cette circulation que je voulais montrer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je voulais aussi montrer que dans ces documents, d'une certaine manière, il y a les textes littéraires qui font leur propre description, chez les historiens ou chez les poètes. Mais au fond, quand on regarde les malédictions mises en pratique, quand on regarde certaines amulettes, on touche du doigt la vie des gens. Et ça, c'est assez précieux parce que c'est rare. Des fois, quand on fait de l'histoire ancienne, ça nous manque, ça. On n'a pas autant d'archives qu'on voudrait. Et quand on voit dans des malédictions, je pense à Athènes, par exemple, je ne pense pas l'avoir mise dans le livre, celle-là, mais il y a une malédiction où la personne fait la liste de ce qui lui a été volé. C'est pas juste un manteau à capuche, il y a même de la chaux, il y a de la vaisselle, il y a des vêtements, et on est là, waouh. Moi, je trouve ça génial. J'ai pas plus que ça dans cette malédiction. Je sais pas qui est la personne en question, je sais pas où elle habitait, mais je sais ce qu'elle s'est fait voler. Et c'est vraiment ça, je trouve ça chouette de pouvoir rentrer. C'est une porte d'entrée aussi pour ça, les pratiques magiques. Et je voulais le montrer. C'est très réussi. Alors, dans la magie, la parole est importante. Donc, c'est pour ça que nous allons donner la parole à la salle maintenant. C'est à vous. Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce que ce serait possible de revenir un peu plus sur la différence entre les mages et ce qu'on pourrait considérer comme étant la religion officielle, donc dans les pratiques des prêtres et des mages, ce qui va se différencier concrètement, si on met à part la partie sur le fait que ce soit des étrangers, des fois qui soient considérés comme étant des mages. Très très bonne question, merci. Alors, juste pour bien être d'accord, quand je dis les mages, je parle d'un stéréotype. Ça ne désigne, en réalité, je pense, ça ne désigne rien, pas un type de personne en particulier. En revanche,
la fameuse question de est-ce que la magie, on peut l'opposer à la religion ou est-ce que c'est une catégorie de la religion, des gens qui ont beaucoup réfléchi à ça, et notamment à partir du rituel, ont montré que l'espace peut être un élément qui aide à penser les choses, déjà dans l'Antiquité. C'est-à-dire que si c'est fait dans le sanctuaire par le personnel du sanctuaire, donc les prêtres, on n'ira pas accuser ces gens-là de magie, en fait. Ça rentre pas forcément en ligne de compte. En revanche, il y a des entrepreneurs, je vais les appeler comme ça, j'utilise des termes, encore une fois, du monde économique, mais il y a des entrepreneurs du religieux qui circulaient en dehors des sanctuaires. Et en dehors des sanctuaires, ils vendent leurs services. Et à ce moment-là, on peut aller regarder un petit peu ce que c'est, ce qu'ils vendent, et là, on peut commencer à les accuser de charlatanisme. Et ces gens-là, ce ne sont pas forcément d'autres personnes que les prêtres. Alors, je pense... Bon, je laisse de côté le cas d'Alexandre d'Abonoteikos, parce que là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un sanctuaire, qui gère son sanctuaire et qui est quand même accusé de magie. Mais le texte de Lucien, il pose justement pas mal de questions de ce côté-là. Je vais regarder du côté des Égyptiens. En Égypte, la prêtrise, c'est le sacerdoce. Déjà, ça, à l'époque gréco-romaine, c'est devenu le privilège d'une classe sociale, clairement, qui a l'autorité juridique et morale sur la population. Mais les prêtres, ils sont en service dans le sanctuaire une partie de l'année, et le reste du temps, ils vivent leur vie à intégrer au reste de la communauté. Ou précisément, ils peuvent avoir un poids moral particulier, mais où aussi ils peuvent offrir leur service de guérisseurs, de devins, voilà. Et donc, il y a aussi des historiens qui ont pensé les choses de cette manière, c'est-à-dire que, une fois sortis du sanctuaire, ces prêtres égyptiens, quand ils vendent leurs services, ils deviennent un peu plus des magiciens. Ils peuvent, en tout cas, tomber dans cette catégorie. Et ça a été pensé comme ça parce que dans les papyrus magiques, précisément, on retrouve des rites égyptiens, des choses qu'on sait être pratiquées dans les sanctuaires, mais cette fois-ci, à l'état miniature. C'est travaillé, c'est des rituels qui sont retravaillés pour être faits précisément à la maison. Et c'est bizarre que justement, dans ces textes-là, on trouve la notion de magie. Mais d'un point de vue positif, c'est-à-dire que c'est là où on va dire, on va décrire le prêtre égyptien comme celui qui est magos, mais dans un sens positif, pour dire cette fois-ci, lui, pour vendre en fait son service à l'extérieur du temple, encore une fois. Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair, mais il y a cette ambiguïté, elle n'est pas entièrement résolue, mais je pense que là-dessus, au niveau du lieu où ça se pratique, on peut réfléchir. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a une différence dans la notion de pharmacone dans la sphère médicale et dans la sphère magique ? Est-ce que c'est la même perception ? Est-ce qu'il y a vraiment une séparation ? C'est une bonne question, merci. Alors, en fait, le mot pharmacone, pour ceux qui n'ont pas fait de grec, c'est un de ces mots qu'on ne sait pas traduire sorti de son contexte, parce que ça peut vouloir dire le remède, ça peut vouloir dire le poison, ça peut désigner une substance comme ça peut désigner une parole ou un rite même. Donc sans contexte, un pharmacone, c'est compliqué. C'est quelque chose qui a un pouvoir, qui agit. Voilà. Mais on a besoin de contexte pour bien le traduire. Et en soi, le mot pharmacone n'a pas nécessairement la connotation magique. Ni même spécialement médical. Ça peut vraiment être toute substance qui agit. Je pense la couleur. Regardez une couleur. J'avais travaillé un peu sur des amulettes qui ont dit des pierres doivent avoir une couleur verte pour soigner les yeux. Mais parce que la couleur elle-même est un pharmacone qui agit sur le regard. En soi, ça en fait pas un synonyme de magie pour les Grecs dans l'Antiquité. En revanche, encore une fois, les pharmacotriailles, autrement dit celles qui ont je le dis au féminin parce que c'est souvent des femmes dans les textes, celles qui ont un savoir sur les plantes, sur les remèdes. Encore une fois, c'est un peu là-dessus que les poètes vont commencer à construire notre modèle de la magicienne en fait. Oui, j'ai une question de terminologie là. Dans ce que vous décrivez, moi je me retrouve plus dans le sorcier et sorcellerie que dans magie et magicien, avec l'essence des mots courants de notre temps. Mais est-ce qu'il y aurait de bonnes raisons quand même d'utiliser magie et magicien plutôt que sorcier et sorcellerie, encore une fois, avec des sens de notre temps ? Oui, c'est une question intéressante. On n'a pas fait cette distinction. Et je pense que c'est bien de ne pas la faire pour l'Antiquité, parce que d'une part, c'est déjà la notion de magie, elle est déjà elle-même difficile à définir.
Et donc faire des distinctions à l'intérieur, si vous voulez, c'est souvent une littérature, c'est souvent des historiens anglo-saxons qui ont travaillé là-dessus. Et cette distinction, elle est très marquée entre sorcier et magicien. Le sorcier, c'est celui qui a un pouvoir intrinsèque. Ça vient de l'anthropologie, en fait. Voilà, surtout de l'anthropologie anglo-saxonne. Le sorcier, c'est celui qui a un pouvoir intrinsèque et qui, avec ce pouvoir, est capable de faire du mal à autrui. Et donc, c'est celui que dans des sociétés, on va désigner, pointer du doigt parce que physiquement, il a quelque chose qui peut faire du mal. Tandis que le magicien, c'est celui qui, par son savoir, plutôt par ses techniques rituelles, est capable de faire soit le bien, soit le mal. Voilà. Sans nécessairement cette distinction. Et ça, dans l'Antiquité, déjà, c'est pas vraiment, j'ai l'impression, pas vraiment quelque chose qui se retrouve. À part si on réfléchit au mauvais œil, peut-être, ceux qui seraient capables de lancer le mauvais œil, mais en dehors de ça, cette définition du sorcier, elle n'existe pas trop. Et puis ça pose aussi la question de quel mot on traduirait par ça. Alors en grec, on pourrait choisir de traduire le magos par le magicien ou le mage, et le goès par le sorcier. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce serait rendre service à la chose parce que les termes, on pourrait les traduire différemment selon les contextes aussi. Donc, pour ma part, du coup, je préfère ne pas utiliser le mot sorcier ou sorcellerie, d'autant en plus que ça va devenir ça va peut-être prendre sens pour des médiévistes ou des modernistes, et je voudrais pas non plus trop empiéter sur leur expertise du sujet. Vous voyez ? Moi, je suis admirative devant le travail que vous avez dû faire pour faire le corpus de toutes ces références dont vous nous avez parlé. Voilà, je voulais vous dire comment vous avez fait, peut-être, pour aller même dans tous ces pays. J'ai entendu l'Angleterre, l'Égypte, retrouver ces supports. Alors, c'est une vaste question. Mais c'est très gentil de la poser parce que ça va me permettre de faire quelque chose que j'aurais dû faire au tout début, c'est signaler que dans ce livre, en fait, il y a le travail de plein d'historiens. En fait, c'est pas mon travail finalement. J'ai aussi écrit ça pour vous montrer, pour montrer aux gens tout le travail qui a pu être fait. En français, vous avez un livre de Fritz Graf qui date de 1995 sur la magie dans le monde grec et romain. Ça fait plus de 30 ans, et en fait, il y a eu énormément de sources qui ont été découvertes, d'autres qui ont été retravaillées, il y a eu il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Assez peu en France, en fait, il faut bien le dire, et c'est pour ça qu'on n'a pas tant de livres que ça en français qui parlent du sujet, mais beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces documents. Et voilà, c'est aussi ça, c'est pas... Je préfère minimiser en fait mon impact dans ça. Alors moi j'ai mis du temps à l'écrire, mais j'ai mis du temps à lire tout ça, et je suis allé sur certains de ces sites. Je pense Bass par exemple que je vous ai recommandé. Je suis allé sur place. Ça me permet de mieux connaître le contexte. Mais derrière ça, il y a le travail de plein d'autres gens. Et j'ai fait exprès. J'ai insisté auprès de l'éditeur d'ailleurs pour mettre des notes de bas de page et une bibliographie à la fin pour ces gens. Thomas Galopin, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Vous venez d'entendre une rencontre avec Thomas Galopin, auteur de l'ouvrage Entre le plomb et les pierres, rites et magiciens dans l'Antiquité grecque et romaine, aux éditions du Cerf, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 11 février 2026, et réalisé et mis en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.